Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode du défi J'envoie, bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Je m'excuse d'avance de la qualité audio de cet épisode, j'attends depuis quelques heures maintenant que le vent se calme. La réalité de ce défi J'envoie, c'est que je dois vraiment enregistrer jour après jour, au fur et à mesure, etc. Si vous avez suivi un petit peu ma page Instagram Sage-Femme Authentique, vous savez que j'ai accompagné une naissance pendant 26 heures. Et que du coup j'ai pas pu enregistrer hier clairement, donc je me retrouve à enregistrer aujourd'hui pour le jour même, et aujourd'hui il y a comme une tempête, énormément de vent, et je pense que dans le voisinage on est quelques-uns à faire des gros travaux, dont un voisin qui refait son toit. Il y a une bâche sur son toit, et avec le vent il y a un bruit comme de drapeaux en plastique là que vous allez sûrement entendre. Donc je m'excuse grandement pour cet inconvénient, mais voilà, je peux pas faire autrement, donc aujourd'hui vous aurez ça dans votre environnement audio, excusez-moi d'avance. Alors dans ce 6e épisode du défi, aujourd'hui ma contrainte, je vais vous en parler, parce que à la base je devais rendre hommage à une œuvre, une personne ou un événement marquant. Et initialement, ce que j'avais envie de faire, c'était de vous parler de Ina May Gaskin, donc une sage-femme américaine, que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, que je lis beaucoup. Son livre Spiritual Midwife est vraiment une de mes bibles. Je vais régulièrement chercher de l'information à l'intérieur. C'est vraiment une sage-femme innovante dans l'approche physiologique de la naissance. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous promets alors de le développer à un moment ou un autre. De toute façon, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément, donc on pourra sans problème, à mon avis, trouver un moment où je pourrais vous faire un épisode sur cette personne. Mais après avoir passé 26 heures auprès de cette femme, accompagner cette naissance qui s'est terminée par un transfert, que j'ai encore accompagné quelques heures à l'hôpital, et puis voilà, on va pas se mentir, après autant de temps, la fatigue est là, j'avais quelques obligations personnelles aussi, on a décidé que je pouvais rentrer à la maison et revenir si jamais c'était nécessaire, mais accompagner l'intensité de la naissance aussi dans ces moments les plus intenses, les moins fluides en fait finalement, parce que quand c'est fluide, c'est facile, c'est puissant, c'est fort, etc. Mais quand on est comme ça avec du sable dans les rouages, des choses qu'on essaye de délier, des moments où on n'arrive pas trop à garder le cap. Il y a eu plein de moments où j'ai pas arrêté de me répéter, reste dans la confiance, tout va bien, le bébé va bien, la maman va bien, il n'y a pas de risque, etc. etc. C'est garder vraiment le cap. Ça m'amène aussi à avoir envie de prendre aussi une autre direction dans ce podcast aujourd'hui, et ce que j'ai décidé de rendre hommage à celles qui chaque jour m'émerveillent par leur force, leur courage, leur résilience. Ce sont les femmes qui pendant la grossesse portent un enfant et qui investissent leur énergie et leur corps dans une transformation tellement importante, sous-estimée en plus par notre société et souvent par elles-mêmes, parce que elles gèrent leur grossesse tout en vaquant à tout le reste. Elles travaillent parfois jusqu'à l'avant-dernière semaine de leur terme, sans reconnaissance pour les besoins physiologiques immenses que ça implique. Franchement, les mamans aussi qui me disent moi tout ce que je veux c'est me reposer, mon corps il me crie de dormir, j'ai envie de faire des siestes, mais j'ai pas ce luxe-là. Mais c'est déjà se mettre de côté dès le début, en silence, parce que souvent elles doivent cacher leur grossesse dans les premières semaines, elles doivent pas divulguer trop tôt leur grossesse, ce qui insinue encore quelque chose où elles doivent être efficaces, elles doivent faire comme si de rien n'était. Et ça c'est jusqu'à la fin. On leur demande de travailler jusqu'à 1 semaine de leur terme, une question de rentabilité, une question de... Voilà, elles sont censées être encore efficaces, actives, jusqu'à 1 semaine de leur terme. Mais à 39 semaines... c'est lourd, c'est difficile de faire des trajets, c'est difficile de se mettre en mouvement, etc. Et puis de pas penser autre chose que je vais accueillir mon bébé. Moi je trouve qu'elles continuent vraiment tout le temps à performer, alors que leur corps est dans un chamboulement tellement profond, un bouleversement tellement monumental.
Même au tout début de la grossesse où, ok, physiquement, le bébé prend pas beaucoup de place. Il est même vraiment quasi microscopique, alors que le tsunami hormonal que ça vient créer chez les femmes a un réel impact sur leur fonctionnement de manière générale. Et même sans parler de travailler, juste fonctionner dans sa maison, manger est un challenge. Faire à manger est un énorme challenge. S'occuper d'autres enfants, s'occuper de sa maison, etc. C'est vraiment très difficile. Le premier trimestre, je pense que je pourrais en parler dans un épisode complet aussi, mais c'est vraiment un trimestre tabou, vécu de manière mais tellement violente par les femmes, et puis pourtant silencieux parce qu'on ne doit pas en parler. La plupart du temps, on n'en parle pas. Ce que leur corps accomplit, franchement, est extraordinaire, parce qu'ils s'adaptent pour faire grandir ce bébé, pour ne pas le rejeter, parce que c'est vrai, en fait, un bébé, c'est un corps étranger dans le corps des femmes. Pourtant, il y a tout un mécanisme qui se met en place pour protéger ce bébé et ne pas s'attaquer à lui. C'est prodigieux, finalement. Elle modifie même des structures cérébrales pour mieux répondre aux besoins du bébé après la naissance. C'est tellement colossal. Et en même temps, c'est tellement pas reconnu. On dit plutôt que les femmes deviennent bêtes, qu'elles ont le syndrome des neurones uniques, qu'elles perdent des neurones, etc. Alors qu'en fait, non, elles s'adaptent, elles changent vraiment des structures profondes de leur cerveau. C'est quand même pas rien. Et pendant l'accouchement, voilà, le jour de la naissance, je les vois faire face à leurs peurs, à leurs doutes, à leur histoire personnelle, parfois à leur trauma. Je les vois affronter la douleur. Parfois, elles surfent sur les vagues et ça se passe plutôt, j'avais envie de dire, fluide, facilement. Puis parfois, il y a des embûches, il y a des difficultés. Le bébé n'est pas forcément mis de manière optimale. Elle a peut-être eu du pré-travail depuis plusieurs jours et elle est fatiguée. Elles ont comme ça des embûches, des choses qui font que c'est parfois beaucoup plus difficile, mentalement, physiquement, de traverser la naissance. Ces derniers jours aussi, on a eu une naissance d'un bébé. Ils étaient déjà avec nous pour leur premier bébé. Et ça avait été une naissance et un accompagnement très très long. On s'était relayé avec Mélanie sur cette situation. Et il y avait eu un travail très très lent. Elle avait réussi à aller jusqu'à dilatation complète. Alors, on attendait ce réflexe d'expulsion à la maison de naissance, mais elle était épuisée tellement ça faisait longtemps. Et au final, on avait transféré. Et ce bébé était encore arrivé 4 ou 6 heures après. Donc pour prouver qu'il y avait encore quand même du chemin à faire, surtout pour un premier bébé, j'aime bien le rappeler. Mais là, elle a accouché tellement facilement, de manière fluide. Ils en étaient tous les deux complètement surpris. Parce que, quand en fait tout est bien mis, en général la naissance, elle prend pas des heures et des heures. Par contre, quand ça prend du temps, souvent c'est que les choses ne sont pas optimales. Pour le bébé d'hier, clairement, en fait, ce bébé était mal fléchi, donc il n'avait pas la position au niveau de sa tête qui était optimale pour présenter son plus petit diamètre. Et donc il restait quand même assez haut et il venait mobiliser le col qui lui était ultra favorable. Ça, je me disais, waouh, ça c'est magnifique. Donc un col qui était vraiment tout fin, tout mou, donc qui allait facilement se donner. Donc moi, j'étais vraiment dans la confiance par rapport à ça. Mais voilà, comme il s'engageait plus difficilement, ça prenait beaucoup plus de temps. Et cette femme avait fait beaucoup de pré-travail, certainement pour aider son bébé à mieux se positionner. Je les vois se heurter à ça, à l'image qu'elles avaient de la naissance, ce qu'elles auraient voulu faire, et puis finalement ce qu'elles sont amenées à vivre ou à changer de plan, comme dans le cadre du transfert, comme dans le cadre de... ici, ce qui a aidé, c'est la péridurale pour tout relâcher, tout aider. Ça fait partie des prochains épisodes de parler de la péridurale. Mais vraiment d'avoir accepté aussi de changer ses plans et de reconnaître le chemin qu'elle a traversé. Parce que c'est pas que les naissances physiologiques dans l'eau, sans péridurale, dans la pleine puissance, qui sont des naissances authentiques. Elles sont toutes authentiques, ces naissances, surtout quand elles sont accompagnées pleinement et justement par les personnes qui sont autour, et quand les femmes sont reconnues dans ce qu'elles traversent et dans le chemin qu'elles vivent. Alors, moi, je vous honore toutes. J'ai envie de toutes vous honorer et de faire comprendre que, oui, t'as peut-être eu une césarienne parce que ton bébé allait pas bien, ou parce que t'as été tellement fatiguée que t'as eu besoin d'une péridurale et que ton bébé ne l'a pas supporté. Peut-être que t'as eu besoin d'une ventouse parce que t'arrivais pas à pousser ton bébé. Mais en fait, tout le chemin avant et tout ce qui s'est passé avant,
c'est réel, c'est vrai et c'est authentique. Les femmes font un job extraordinaire. Elles se battent pour écouter leur intuition, leur ressenti. Elles savent, même si elles ne peuvent pas toujours le prouver, elles savent des choses, elles le disent, elles ressentent. Moi, cette maman, hier, elle me disait mais j'ai l'impression qu'il est coincé, je ne le sens pas tout le temps sur mon col, j'ai l'impression de le sentir plus sur mon dos. Et je lui ai dit, écoute tes intuitions. Quand tu ressens ça, parce que évidemment que j'ai essayé de la guider vers le fait de traverser la douleur, d'accepter en fait la sensation, parce que souvent ce qui freine dans les naissances des premiers bébés, c'est que les femmes essayent de lever les sensations douloureuses, mais là, elle avait compris, et donc elle me disait, mais je ne le sens pas tout le temps sur mon col, je dirais que 95% du temps, je ne le sens pas sur mon col. Donc en fait, ça veut dire que 95% de ces contractions n'étaient pas faites pour ouvrir son col. C'était compliqué, et je comprends que du coup, elle me disait, mais le plus dur, Mélissa, c'est que j'ai l'impression de vivre et revivre et revivre toujours la même contraction. Finalement, la décision de transfert, elle a été faite sur la base de le travail n'était pas vraiment il n'y avait pas une dynamique vraiment suffisante en fait pour amener ce bébé à venir appliquer correctement sur ce col. Et donc on est parti dans cette optique-là, mais on a essayé vraiment, à chaque fois, j'ai essayé de lui rappeler à chaque fois que c'était avec les cartes de l'instant, qu'on ne pouvait pas savoir comment était mis son bébé avant de pouvoir l'objectiver vraiment, qu'on a essayé de changer avec de la posturale, avec du ribozo, avec des choses pour l'aider à faire plonger son bébé finalement, mais que c'est un pas après l'autre et une décision après l'autre que les choses évoluent et changent. On a parlé de l'outil Brain dont je vous ai parlé hier aussi, voilà, pour prendre des décisions en conscience et ne pas subir quelque chose parce que quelqu'un décide à votre place. Ici, c'est là où le chemin compte. C'est aussi l'authenticité, de reconnaître parfois les grains de sable, les choses qui font que c'est pas optimal et que ça fonctionne pas vraiment comme c'était censé fonctionner. Mais je les vois vraiment, ces femmes qui sentent, qui ressentent sans le mentaliser, qui prennent des positions naturelles pour aider leur bébé, qui se mettent en position avec une jambe sur un tabouret par exemple pour être asynclite, pour aider leur bébé qui est mal mis, eh bien les femmes le font naturellement. Elles sont tellement fortes, tellement puissantes, quelle que soit la manière dont elles accouchent, par voie basse, par césarienne, avec un déclenchement médical, ça n'enlève en rien à leur authenticité. Chaque femme, chaque histoire de naissance mérite d'être honorée. C'est pas le type de naissance qui compte, c'est la véracité de leur expérience. C'est ce qu'elles traversent, ce qu'elles donnent d'elles-mêmes physiquement et mentalement. Moi, je vois aussi physiquement à quel point elles se donnent quand je vois leur corps qui saigne. D'accord, quand le col s'ouvre, elles ont des pertes sanguinolentes comme ça. Et quand je les vois, ça, je me dis, elles se déchirent, elles se donnent pour laisser naître leur bébé. Pareil au moment de l'arrivée du bébé sur le périnée, elles se donnent tellement fort, elles se donnent pendant des mois, elles se donnent pendant tout le temps du travail et elles se donnent encore tellement après, en postpartum, etc. On a besoin de reconnaître le chemin des femmes et pour ça on a besoin aussi des praticiens et des praticiennes qui reconnaissent ça, des soignants qui sont présents vraiment sans jugement pour que chaque femme puisse vivre une naissance respectée et vraie, qu'elle soit réellement dans la reconnaissance de ce qu'elle traverse. Et bien pour ça, il faut des gens qui sont aussi ancrés, des praticiens et des praticiennes authentiques. Donc moi, je remercie les gens qu'on a croisés sur notre chemin. Je remercie ma collègue Patricia aussi qui est venue veiller cette naissance avec moi hier parce que ben voilà, on a pu vraiment passer du temps ensemble et discuter et elle m'a aussi rassurée en me disant, tu sais, combien de fois ça nous arrive aussi à l'hôpital, parfois je me sens tellement coupable d'arriver à l'hôpital avec une situation un peu comme ça, alors que ni cette femme ni moi on est responsables en fait, et que notre job c'était de s'assurer qu'on restait dans la physiologie, ce qui était le cas, jusqu'à ce qu'on se rende compte quand même que ça devenait long, que ça devenait difficile pour cette femme, etc. Et que la médecine pourrait nous aider à avancer et à ce que elle ne s'y perde pas en fait mentalement, qu'elle ne rentre pas dans la souffrance et qu'elle ne vive pas cette expérience comme la plus traumatisante de sa vie, parce que c'est ça parfois qui peut arriver. Alors voilà, je tiens à remercier profondément ce couple, ce bébé qui encore une fois m'ont appris des leçons de vie inestimables. Je me rends compte qu'à chacun de ce type de suivi, en vrai à chaque naissance, j'apprends.
j'apprends toujours. Mais dans ce type de naissance qui prend du temps, qui nous amène un peu à nous ramener à qu'est-ce que la physiologie, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, qu'est-ce qui fait que je dois rester dans la confiance, que je peux rester dans la confiance, quand est-ce que je me dis, bon là maintenant je pense qu'on va avoir besoin d'aide, mais de rester dans la sécurité physique, émotionnelle, etc. Eh ben ça me rappelle pourquoi je suis sage-femme et pourquoi je tiens à tant défendre une pratique respectueuse, humaine et authentique. Aujourd'hui j'honore les femmes et je vous invite à reconnaître tout ce qu'elles accomplissent, souvent sans s'en rendre compte. Leur puissance, leur courage, leur capacité à se transcender pour donner la vie. Moi, je pense qu'il faut juste prendre un moment pour les célébrer, pour leur dire qu'elles sont extraordinaires. Merci à tous ceux qui feront ce chemin-là. Peut-être que ça va vous amener à reconnaître et à vous honorer vous-même. Ça va vous amener peut-être à partager ça à une femme qui compte énormément pour vous et à qui vous avez envie de lui dire « Et je te sens, maman, je sais ce que tu vis, je sais ce que tu ressens, que ce soit pendant ta grossesse difficile, où tu vomis tous les jours, que ce soit ce travail que tu essayes de mener à bien en même temps, que ce soit... » Voilà, ces femmes, ce sont des super héroïnes du quotidien. C'est elles qui enfantent l'humanité, et pourtant, on a toujours cette place en dessous de la jante masculine. Eh ben, moi, je vous le dis, vous êtes des badass, vous êtes des super héroïnes, et vraiment, honorez-vous. Et à toutes les professionnelles, tous les professionnels qui sont autour de ces femmes, soutenez-les en reconnaissant à quel point elles sont fortes et puissantes. Et soyez des accompagnants authentiques. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je m'excuse pour ma voix un peu enrouée, pour le bruit environnant, pour le fait que cet épisode arrive un petit peu tard dans la journée, mais tous ces messages que vous m'avez envoyés aussi suite à mes stories me touchent énormément. Vous êtes toujours les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique. C'est quand vous partagez, quand vous réagissez, quand vous partagez les épisodes que je rayonne le mieux. Donc si cet épisode vous a parlé, partagez-le, mettez-le en story, taguez-moi, comme ça je peux vous repartager, et puis surtout je peux découvrir aussi parfois votre univers. Donc merci à tous ceux qui le font, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort quand vous faites ça. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode du défi J'envoie. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.